En 1962, au Chili voisin, l'Argentine abordait la Coupe du Monde avec la fierté d'une nation footballistique désireuse de retrouver sa place parmi les meilleurs. Composée d'une génération de joueurs à la fois élégants et tenaces, elle imposait un style de jeu offensif et flamboyant, un football à la manière du tango, où la technique individuelle était vénérée et l'esprit combatif animait les joueurs. Si leur parcours ne s'est pas achevé par un trophée, leur héritage reste gravé à jamais dans la mémoire des supporters argentins. Mais derrière ces brefs instants de gloire se cachent des destins bien distincts. Plus de 60 ans ont passé et le temps a laissé des traces indélébiles sur leur vie. Revenons sur les parcours tumultueux de 14 figures emblématiques, celles qui ont incarné l'âme de cette génération argentine. Silvio Marzolini incarnait l'élégance et le raffinement. À 21 ans, il fit une entrée remarquée sur la scène internationale, arborant une chevelure blonde romantique et un style de jeu digne d'un artiste se produisant sur une grande scène. Marzolini n'était pas un simple latéral gauche. Il redéfinit le poste grâce à ses qualités offensives et défensives complètes et à son sens tactique aiguisé. Lors de la Coupe du Monde 1962 au Chili, il joua l'intégralité des 270 minutes, faisant preuve d'un sang-froid incroyable pour son âge. Après ce succès, la carrière de Marzolini s'épanouit à Boca Juniors, où il devint une icône immortelle avec plus de 400 sélections et de nombreux titres de champion national. Il est reconnu dans le monde entier comme le meilleur latéral gauche de la Coupe du Monde 1966 et l'une des plus grandes légendes de l'histoire du football argentin. La vie privée de Marzolini fut également marquée par son intégrité. Mari et père exemplaire, il conserva toujours une attitude digne et se tint à l'écart des scandales. Après sa retraite, il se reconvertit en entraîneur et mena Boca Juniors au titre de champion en 1981 sous la houlette du grand Maradona. Ce qui interpelle, c'est l'étrange parallèle entre son rôle de protecteur sur le terrain et la manière dont il défendait les valeurs traditionnelles dans la vie. Héros discret, il consacra sa vie sans relâche à sa passion pour le football. Cependant, ce parcours exceptionnel s'est brutalement interrompu. Le 17 juillet 2021, Silvio Marzolini s'est éteint à l'âge de 79 ans des suites d'un cancer et de complications liées à un AVC. Sa disparition a laissé un immense vide dans le cœur des supporters de Boca Juniors et du monde du football. L'héritage de Marzolini ne se limite pas à ses arrêts spectaculaires. Il incarne l'éthique et le talent d'une légende immortelle. Lors du tournoi de 1962, Federico Sacchi incarnait le jeu défensif intelligent. À 25 ans, il n'avait pas besoin de force brute pour dominer ses adversaires. Il s'appuyait plutôt sur des passes subtiles pour déjouer la pression et sur une maîtrise exceptionnelle du jeu. Aux yeux des supporters, Sacchi jouait comme s'il écrivait de la poésie sur la pelouse. Après ses performances brillantes au Chili, sa carrière continua de s'épanouir au Racing Club, puis à Boca Juniors. Sacchi était un joueur rare, respecté de tous pour son style de jeu noble. En dehors des terrains, c'était un homme introverti, un fervent défenseur du beau football, convaincu que le sport devait aller de pair avec l'éducation. Après sa retraite, il consacra une grande partie de son temps à la formation des jeunes dans sa ville natale de Rosario, où il était considéré comme un mentor pour les mentors. Il menait une vie paisible, trouvant son bonheur dans la joie de ses élèves et sachant concilier la gloire passée avec la simplicité du présent. L'image d'un artiste gracieux sur le terrain semble s'être étrangement ancrée dans sa vie, faisant de lui un symbole d'élégance dans le football. Ce parcours poétique prit toutefois fin. Le 18 juin 2023, Federico Sacchi s'éteignit à l'âge de 86 ans à Rosario. Sa disparition priva le football argentin de l'un de ses plus brillants stratèges.
Son héritage ne réside pas dans les trophées, mais dans une philosophie d'un football humain et beau. José Sanfilippo aborda le tournoi comme l'un des plus grands attaquants de l'histoire argentine. À 27 ans, il était un véritable tueur dans la surface de réparation, doté d'un instinct de buteur redoutable. C'est d'ailleurs lui qui inscrivit le but décisif contre l'Angleterre lors de cette compétition. Grâce à ses réflexes fulgurants et à sa capacité à marquer avec brio, il laissa une empreinte indélébile dans le cœur des supporters. Après la Coupe du Monde, sa carrière fut une ascension fulgurante, ponctuée de buts à San Lorenzo, Boca Juniors et même dans des équipes brésiliennes. Sanfilippo était connu pour sa franchise, parfois controversé en raison de ses remarques professionnelles incisives, mais son talent était indéniable. Sa vie personnelle était intimement liée à ses activités commerciales, puis à son rôle de commentateur sportif incisif à la télévision. Il sut toujours entretenir la flamme de la passion, même après avoir quitté les terrains. L'image d'un attaquant froid et impitoyable sur le terrain contraste fortement avec celle de José en dehors, un homme toujours prêt à partager et à se battre pour ce en quoi il croit. Aujourd'hui, à 90 ans, José Sanfilippo mène une vie active à Buenos Aires. Bien qu'il ne soit plus au sommet de sa forme, ses apparitions sont toujours suivies avec le respect dû à l'un des plus grands buteurs de l'histoire. Son parcours témoigne de sa passion intense pour le football et de son dévouement sans faille. Héctor Facundo, membre de l'équipe d'Argentine cette année-là, était un ailier tenace et courageux. À 24 ans, il entra dans l'histoire en marquant l'unique but de la victoire argentine face à la Bulgarie lors de leur premier match au Chili. Avec son tempérament de feu et sa technique de dribble exceptionnelle, Facundo laissa une empreinte indélébile, celle d'un héros discret. Sa carrière fut étroitement liée à San Lorenzo et à Huracan, où il fut un pilier essentiel grâce à son esprit d'équipe et son dévouement. Après le tournoi de 1962, Facundo poursuivit sa carrière avec constance, mais sans grande notoriété. En dehors des terrains, il menait une vie paisible, plaçant toujours sa famille au premier plan. Homme pieux, il participait fréquemment à des œuvres caritatives au sein de sa paroisse. L'image du guerrier prêt à se sacrifier sur le terrain semblait s'être profondément ancrée en lui, faisant de lui un protecteur fidèle de sa famille et de ses valeurs morales. Cependant, ce parcours discret et riche de sens prit fin. Le 13 novembre 2009, Héctor Facundo s'éteignit à l'âge de 72 ans. Son décès laissa un immense vide au sein de la communauté de San Lorenzo. L'héritage qu'il laissa derrière lui résidait non seulement dans son objectif historique, mais aussi dans le récit d'une vie empreinte d'humilité, source de profonde réflexion. À 29 ans, Antonio Roma était le gardien de but le plus fiable d'Argentine. Ses arrêts spectaculaires et ses réflexes fulgurants lui valurent le surnom percutant de Tarzan auprès des supporters. Roma jouait avec une concentration intense et une volonté de fer, insufflant un moral d'acier à l'équipe dans les moments les plus difficiles. Après le tournoi, sa carrière à Boca Juniors devint légendaire. Il fut le gardien numéro 1 pendant une décennie et remporta de nombreux championnats nationaux. En dehors des terrains, Antonio Roma était un homme fort et déterminé, mais aussi très chaleureux avec ses supporters. Il s'impliquait activement dans la vie sociale et fut une grande source d'inspiration pour les futures générations de gardiens de but grâce à des stages d'entraînement intensifs. L'image d'un gardien de but résilient semblait imprégner sa vie, faisant de lui un pilier pour sa famille et sa communauté. Cependant, ce parcours courageux prit fin. Le 17 janvier 2013,
Antonio Roma s'éteignit à l'âge de 80 ans des suites de problèmes respiratoires. Sa disparition laissa un immense vide dans le cœur de tous ceux qui chérissaient les couleurs bleues et jaunes de Boca Juniors. La légende de Starzan perdurera à travers les récits des plus grands gardiens de but. Rubén Navarro, alors âgé de 29 ans au Chili en 1962, était un défenseur central surnommé Hacha Brava, la hache de fer. Il était réputé pour son style de jeu puissant et intrépide, ainsi que pour son utilisation du corps pour bloquer ses adversaires. Au sein de son équipe, Navarro était la voix d'acier de la défense. Après le tournoi, il devint le capitaine légendaire d'Independiente, menant l'équipe à des victoires historiques en Copa Libertadores. En dehors du terrain, contrairement à son apparence rude, Navarro était un homme intègre et généreux. Il consacrait une grande partie de son temps à la gestion de club et se battait sans relâche pour les droits des jeunes joueurs. L'image d'une hache d'acier fonçant sur le terrain contraste de façon saisissante avec celle d'un père aimant et protecteur envers sa famille. Cependant, ce parcours exceptionnel s'est tragiquement achevé. Le 14 juillet 1991, Rubén Marino Navarro décédait à l'âge de 58 ans des suites d'une crise cardiaque soudaine. Sa disparition fut une immense perte pour Independiente et le football argentin. Son histoire continue de nous rappeler la force de la volonté et de la loyauté. À 27 ans, Vladislav Cap était un milieu de terrain polyvalent, doté d'un style de jeu incroyablement intelligent et complet. Bien que d'origine polonaise, son cœur appartenait entièrement à l'Argentine et il fut un maillon essentiel de la défense argentine lors de la Coupe du Monde 1962 au Chili. Après le tournoi, sa carrière de joueur se poursuivit avec brio à River Plate avant qu'il ne se tourne vers l'entraînement. Cap possédait un esprit tactique visionnaire, menant l'équipe nationale argentine à la victoire lors de la Coupe du Monde 1974. En dehors du terrain, il était un homme rigoureux et méthodique, tout en conservant une relation privilégiée avec ses joueurs. Il mena une vie intense et passionnée, évoluant dans de nombreux clubs. L'image d'un chef d'orchestre dirigeant le jeu sur le terrain semblait s'être ancrée en lui, faisant de lui un brillant stratège sur le banc de touche. Cependant, cette aventure passionnante prit fin prématurément. Le 14 septembre 1982, Vladislav Cap décéda à l'âge de 48 ans des suites d'une grave maladie alors qu'il entraînait River Plate. Sa disparition au sommet de sa carrière laissa un vide immense. L'héritage qu'il a laissé est une philosophie du football moderne qui demeure précieuse aujourd'hui encore. Raúl Belén participe à la Coupe du Monde 1962 à l'âge de 30 ans, véritable fer de lance de l'attaque, surnommé le magicien. Doté d'une vitesse fulgurante et d'une précision chirurgicale dans ses centres, il était la principale source de ballons pour les attaquants. Ses performances au Chili témoignèrent du sang-froid et de l'expérience d'une star au sommet de sa carrière. Après le tournoi, il demeura une idole au Racing Club, où il fut célébré comme l'un des meilleurs ailiers de l'histoire du club. En dehors des terrains, Belén était un homme généreux, toujours prêt à aider ses coéquipiers, et menait une vie de famille heureuse et discrète. Il ne rechercha pas la gloire et choisit une vie simple après sa retraite, se consacrant à ses loisirs et à sa communauté. L'image d'un footballeur flamboyant se transforma paradoxalement, faisant de lui un homme raffiné et respecté de tous. Cependant, cette aventure magique prit fin. Le 22 août 2010, Raúl Belén s'éteignit à l'âge de 79 ans. Sa disparition emporta une part de l'âme du Racing Club. L'héritage du magicien
restera à jamais gravé dans les films d'antan et dans le cœur de tous les amoureux du beau football. Juan Carlos Olignac était l'un des plus jeunes joueurs de l'équipe, à peine âgé de 20 ans. Son style de jeu passionné et intrépide, ainsi que son immense potentiel à faire basculer les matchs, ont fait de lui un atout tactique précieux pour l'encadrement technique. Après le tournoi, le talent d'Olignac le conduit au Mexique, où il est devenu l'un des meilleurs joueurs étrangers de l'histoire du club de Veracruz. En dehors des terrains, Olignac est un homme optimiste et insouciant qui rayonne d'énergie positive. Retraité du football, il mène une vie paisible, s'investissant dans sa communauté et passant du temps avec ses enfants et petits-enfants. Il semble que l'esprit juvénile qu'il affichait sur le terrain l'animait toujours, lui permettant d'affronter les aléas de la vie avec le sourire. Aujourd'hui, à 83 ans, Juan Carlos Olignac coule toujours une retraite paisible dans sa ville natale. Bien que sa vitesse de course ne soit plus la même qu'autrefois, ses yeux s'illuminent encore de fierté lorsqu'il évoque l'été 1962 au Chili. Son parcours témoigne d'une jeunesse brillante et d'une vieillesse sereine. À 25 ans, Raúl Páez, qui jouait cette année-là pour l'Argentine, était un défenseur incroyablement solide et fiable. Il n'était pas du genre à se mettre en avant, mais plutôt un héros discret qui excellait constamment à neutraliser les attaques adverses. Lors de la Coupe du Monde 1962 au Chili, Páez joua avec une concentration et un sens des responsabilités exemplaires. Après le tournoi, il continua de consacrer ses meilleures années à San Lorenzo, devenant l'un des défenseurs les plus appréciés grâce à sa loyauté et son professionnalisme. En dehors des terrains, Páez était un homme humble, menant une vie vertueuse et dévoué à sa famille. Il mena une vie paisible, évitant les projecteurs médiatiques après sa retraite. L'image d'un protecteur silencieux sur le terrain imprégna sa vie, faisant de lui un homme digne de confiance aux yeux de ses amis et de sa famille. Cependant, ce parcours exceptionnel prit fin. Le 3 juin 2012, Raúl Páez s'éteignit à l'âge de 75 ans. Sa disparition laissa un grand vide parmi ceux qui admiraient en son jeu rigoureux et son caractère exemplaire. Son héritage est un modèle de professionnalisme et de fidélité indéfectible. Marcelo Pagani, alors âgé de seulement 20 ans, apporta une incroyable vivacité et une vitesse fulgurante à l'attaque argentine. Il jouait avec spontanéité et créativité, transformant chaque mouvement sur le terrain chilien en une véritable danse. Après le tournoi, le talent de Pagani attira l'attention des clubs européens, le menant au prestigieux Inter Milan. Malgré les difficultés rencontrées lors de sa carrière italienne, il conserva toujours l'élégance du football sud-américain. En dehors des terrains, Pagani était un passionné d'art et de musique, trouvant toujours la beauté dans chaque aspect de la vie. Après sa retraite, il retourna dans sa ville natale de Rosario et mena une vie riche, participant à des activités culturelles et enseignant le football aux enfants. L'image d'un artiste du football se reflétait étrangement dans sa vie, en contraste frappant avec le destin tumultueux d'un joueur évoluant à l'étranger à cette époque. Aujourd'hui, à 84 ans, Marcelo Pagani mène toujours une vie inspirante à Rosario. Mentor chevronné, il participe régulièrement à des événements pour encourager la jeune génération de joueurs. Son parcours, de ses débuts à ses débuts, reste une source d'inspiration pour tous les amoureux du beau football. À 24 ans, Alberto Sainz était un joueur polyvalent, doté d'une endurance exceptionnelle et d'une discipline de fer. Lors de la Coupe du Monde 1962, il a su combler les lacunes,
défendant les ailes avec une ténacité incroyable. Après le tournoi, la carrière de Sainz a pris son envol à River Plate, puis à Argentinos Juniors. Il était réputé pour son esprit combatif, ne jamais baisser les bras et se battant jusqu'au bout. En dehors des terrains, Sainz était pragmatique. Après sa retraite, il s'est consacré aux affaires et a mené une vie stable auprès de sa famille. Il chérissait l'amitié et a conservé de bons contacts avec ses anciens coéquipiers. L'image d'un homme travailleur sur le terrain s'est reflétée dans sa vie, faisant de lui un homme d'affaires prospère et un père exemplaire. Ce parcours exigeant prit toutefois fin. Le 16 septembre 2016, Alberto Sainz s'éteignit à l'âge de 78 ans. Sa disparition laissa un profond sentiment de perte chez tous ceux qui admiraient son jeu empreint de dévouement. Son héritage ne se résume pas à ses victoires, mais témoigne aussi d'une vie marquée par la résilience. À 25 ans, Antonio Ratin s'imposait déjà comme un véritable leader au milieu de terrain argentin. Du haut de son imposante stature et de son regard perçant, il dominait le jeu avec une combativité féroce et une vision tactique hors pair. Sa performance au Chili en 1962 ne fut que le prélude à une carrière glorieuse qui le vit devenir le capitaine emblématique de Boca Juniors et de l'équipe nationale. Ratin était resté célèbre pour l'incident de la chaise à Wembley en 1966, symbole de résistance et de fierté nationale. En dehors des terrains, il était une figure forte, déterminée et influente. Après sa retraite sportive, il s'engagea en politique et devint député, œuvrant sans relâche pour le bien-être de la société. L'image du guerrier et du leader sur le terrain reflétait parfaitement sa vie. Il était toujours en première ligne, quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui, à 88 ans, Antonio Ratin demeure une légende vivante du football argentin. Bien qu'il ne soit plus directement impliqué dans les affaires du football, sa passion et son leadership restent une source d'inspiration inépuisable pour la jeune génération. Il a mené une vie glorieuse et continue d'être vénéré par les supporters comme un roi sans couronne. À 26 ans, José Ramos Delgado incarnait la sérénité et la fiabilité. Bien qu'il n'ait disputé qu'un seul match au Chili pour des raisons tactiques, son talent était indéniable. Après le tournoi, la carrière de Delgado prit un tournant décisif lorsqu'il rejoignit le Brésil pour jouer à Santos. Là-bas, il devint un coéquipier proche et capitaine du « roi du football », Pelé, remportant de nombreux titres prestigieux. En dehors des terrains, Delgado était un leader né, capable de fédérer les gens grâce à sa sincérité et à sa profonde connaissance du football. Après sa retraite, il connut le succès comme entraîneur et commentateur. L'image d'un héros discret, d'un pilier pour les grandes stars sur le terrain, semble s'être ancrée dans sa vie, faisant de lui une grande personnalité respectée par les puissances du football argentin et brésilien. Cependant, ce parcours exceptionnel, riche en amitié, prit fin. Le 3 décembre 2010, José Ramos Delgado s'éteignit à l'âge de 75 ans des suites de la maladie d'Alzheimer. Sa disparition laissa un immense vide dans le cœur des supporters de Santos et du football sud-américain. Son héritage est une histoire de vie inspirante, marquée par le dévouement et l'envergure d'un véritable leader.